Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On va parler nationalisme. Vous savez que ces nationalismes portent différentes couleurs. Il n'y en a pas qu'un seul d'une seule couleur. Ils peuvent être de gauche ou de droite. Ils peuvent être conservateurs ou encore progressistes. Venons-en au Québec. Le nationalisme porté par la jeune génération d'ici trancherait avec celui de la Révolution tranquille par son conservatisme et sa tentation de repli identitaire. C'est du moins la thèse de la bataille pour l'âme du Québec, documentaire de Francine Pelletier. David Santarossa, philosophe, enseignant et chroniqueur à cette émission, n'est pas d'accord et pas à peu près. Bonjour David. Bonjour Jean-Philippe Trottier. Alors, bonjour David Santarossa, bonjour Jean-Philippe Trottier. Évidemment, vous avez vu ce documentaire de Francine Pelletier. Francine Pelletier, elle était au Devoir avant, hein? Oui, exactement. Jusqu'à tout récemment, il y a quelques mois à peine, elle était encore chroniqueuse au Devoir. Elle a enseigné à Concordia, donc c'est une figure assez connue, généralement très critique du nationalisme québécois, que justement on accuse de nationalisme, d'ethnocentrisme. Et assez misandre aussi. J'ai remarqué certains articles sur les hommes étaient d'une méchanceté absolument surprenante. Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Donc, dans son tout récent documentaire, là, qui est disponible sur Tout TV à Radio-Canada depuis grosso modo une semaine, elle avance une thèse qui est la suivante, grosso modo, là, c'est que le nationalisme d'aujourd'hui, en 2022, est véritablement en rupture avec le nationalisme de la Révolution tranquille. Carrément. Oui, vraiment, qui lui était ouvert sur le monde. Il n'y avait pas une seule trace de conservatisme dans ce nationalisme-là. Eh bien, moi, j'ai envie de dire qu'il faut profondément mal connaître l'histoire récente du Québec, en fait, l'histoire des 60 dernières années pour avancer une telle chose. À sa défense, à la défense de Francine Pelletier, le nationalisme que de grands mots, le nationalisme de la Révolution tranquille était lyrique, se voulait progressiste, social-démocrate. C'était à tel point que l'idée social-démocrate a fini par avaler l'idée de nation. À un certain moment, oui. Je pense que, en fait, c'est ce que j'essaie de dire en ce moment, c'est que le conservatisme et le progressisme ont toujours été présents dans le mouvement nationaliste au Québec. Et évidemment, des fois, c'était davantage le conservatisme qui tirait la couverture, d'autres fois, c'était le progressisme. Mais les deux ont généralement été présents et vous avez entièrement raison d'ajouter qu'il y avait une forme de lyrisme dans le nationalisme dans les années 60, 70, 80, etc., notamment avec les artistes, donc qui ont vraiment ajouté cet effet-là, ce qui est beaucoup moins présent d'ailleurs aujourd'hui. Les artistes parlent à peu près pas de nationalisme, de souveraineté, ce genre de choses-là. Bon, et ils ont aussi inventé l'expression grande noirceur. J'imagine que c'est les nationalistes ouverts. Je veux dire, c'est pas un marqueur, ça, de rupture avec le nationalisme de grand-papa? Alors, je pense que les nationalistes des années 60, pensons, une des grandes figures, évidemment, c'est René Lévesque, oui. Je pense qu'il était, oui, en rupture avec le Québec pré-1960, mais il ne cherchait pas à ce qu'un Québec... Donc, en fait, il cherchait la souveraineté, mais il ne voulait pas qu'un espèce de Québécois déraciné émerge la souveraineté. C'est-à-dire, il y avait quand même l'idée de continuité historique. Oui, il fallait dépasser le statut de colonisé, qui est en quelque sorte hérité culturellement, historiquement, mais en même temps, il ne fallait pas non plus qu'il émerge justement une espèce de citoyen du monde. Il y a eu des mouvements nationalistes qui recherchaient ça. Par exemple, le ARIN était un peu plus dans cette idée-là, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Mais dans le cas du PQ, avec René Lévesque et entre autres Camille Lorrain, on n'était pas du tout là-dedans. Là, on était vraiment dans un Québec enraciné. La loi 101, c'est vraiment l'emblème de ce nationalisme d'ouverture, de tolérance, lyrique et tout le tralala de la génération de la Révolution tranquille. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça, de David Santarossa, au sujet de ce documentaire de Francine Pelletier, La bataille pour l'âme du Québec? Exactement. Donc, Camille Lorrain, 76-77, met la loi 101 de l'avant. Et c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine bien-pensance progressiste qui essaie de dire que la loi 101, ça, c'est une loi d'ouverture qui n'est pas ethnocentriste, alors qu'à l'époque,
Ben, on l'accusait de tous les torts, cette loi-là. Ah oui. La communauté anglophone, beaucoup de libéraux, beaucoup d'immigrants allophones, vraiment attaquaient cette loi-là comme étant vraiment, on a associé cette loi-là au nazisme. Ah oui, Et aux pires histoires de l'humanité. Je crois que la Californie parle bien longtemps après, a adopté une loi pour forcer la reconnaissance de l'anglais comme langue officielle californienne. Je crois que c'est une loi 178 ou 187, j'oublie. Et là, finalement, il n'y avait pas de nazis en Californie. Ils étaient tous au Québec auparavant. Oui, tout à fait. Donc, oui, quelle ironie. Oui, mais il y a de plus en plus aux États-Unis de discussions par rapport à ça parce qu'on le sait, la population hispanophone elle grandit de plus en plus, exactement. Donc, il y a certaines discussions, pas encore comme on l'a vécu au Québec, mais il y a quand même certaines discussions aux États-Unis par rapport à ça parce qu'eux autres, évidemment, l'anglais demeure hégémonique, puis c'est pas du tout la même discussion sur ce plan-là. Là. Effectivement, les circonstances sont différentes, les situations aussi. Donc, cette loi 101, alors, à rebours de ce que les adversaires disaient, visait autre chose. Évidemment, faire du français mur à mur la langue officielle du Québec, la langue d'usage, la langue, si vous voulez, quotidienne, quoi. Et l'idée était d'inclure tout le monde là-dedans, anglo et allophone aussi. Oui, et je pense que c'est en ce sens-là, il faut le dire, la loi 101 avait quelque chose de conservateur. Ah. Au sens où la loi, favorisait la mixité sociale, mixité culturelle, intégration des immigrants, mais en même temps, il y avait l'idée de convergence culturelle vers un socle commun, vers une mémoire, vers une histoire commune. Mm-hmm. Et cette histoire-là, évidemment, est produite par les siècles, et je pense qu'en ce sens-là, on peut dire que oui, la loi 101 avait quelque chose de conservateur, donc la CAQ, actuellement au pouvoir, est un peu en continuité avec son conservatisme, somme toute assez modéré, avec le conservatisme de la Révolution tranquille de René Lévesque, de Camille Lorrain. Pensez-vous que Francine Pelletier, donc, qui a réalisé ce documentaire, donc La bataille pour l'âme du Québec, pour elle, comme pour beaucoup de gens de sa génération, conservateur veut dire contre le progrès, à droite, on peut rajouter plein d'autres qualificatifs. Je veux dire, votre intelligence, David Santarossa, votre intelligence du conservatisme est au-delà des clivages droite-gauche. On peut être conservateur de gauche, par exemple. On peut être conservateur et progressiste. Tout à fait. À mon sens, c'est pas fondamentalement... c'est pas des antonymes fondamentalement, même si, à première vue, c'est le cas. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs axes. Il y a des axes culturels, sociaux, économiques, ce genre de choses-là. Et puis, vous avez entièrement raison. Et je pense qu'il y a une forme d'immaturité politique dans cette espèce de vision du conservatisme comme vraiment une espèce de retour en arrière, comme si on cherchait à revenir au temps de Maurice Duplessis. Et la grande noirceur, oui, évidemment, oui. Exactement. Ben, ça, c'est ce qu'ils disent pas aussi, c'est qu'ils gagnent avec cette espèce de mythe de la grande noirceur. Soit dit en passant, l'expression grande noirceur aujourd'hui, chez les historiens, c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas comme valide. Là. C'est vraiment une espèce de mythe fondateur pour la Révolution tranquille. Hein. Les mythes ne sont pas totalement dénués de sens, mais d'un point de vue vraiment historique, ben, évidemment, c'est beaucoup plus nuancé que cette expression-là de grande noirceur. Donc, l'identité dans la Révolution tranquille était davantage, d'après Francine Pelletier, axée sur l'ouverture à l'autre, sur la libération par rapport au passé. J'essaie de lire vos propos, vous me direz si je dis des âneries. Et face à cette ouverture, la nouvelle mouture identitaire aujourd'hui serait, évidemment, ça serait l'identité, l'histoire et forcément l'exclusion de ceux qui n'ont pas participé à 4 siècles d'histoire. Ben, c'est vraiment l'amalgame qu'on tente de faire. Hein. Conservatisme, nationalisme égale exclusion, fermeture. Ça, c'est le propos de Francine Pelletier ou c'est vous qui l'interprétez? Je l'interprète, mais sincèrement, je pense qu'elle serait d'accord avec ça. Donc, pour elle, c'est ça. Alors que, justement, la loi 101 l'a prouvé que non, c'était pas synonyme de fermeture. Et je pense qu'on est vraiment on est souvent dans une logique binaire dans ces questions-là. Hein. C'est ouvert ou fermé. Alors qu'évidemment, dans la réalité, il y a moyen d'à la fois s'assurer qu'il y ait une continuité historique tout en étant ouvert à l'apport des minorités en ce sens. Donc, c'est pas un ou l'autre. Là. Oui, mais sans racines, on ne peut pas s'ouvrir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, être ouvert, on ne sait pas trop à qui, et on ne sait pas qui s'ouvre, et on ne sait pas à qui s'ouvre ce quelqu'un.
Voilà. Ce Donc, sont deux termes qu'on ne définit jamais et on reste dans le slogan de l'ouverture. Comme on est resté dans le slogan de l'identité, comme on peut rester également dans le slogan de l'identité. Parce que le conservatisme d'aujourd'hui, le nationalisme conservateur aujourd'hui, peut également déraper et se figer en exclusion, comme n'importe quelle autre idéologie. ah, bien sûr, bien sûr. Mais ça, j'ai envie de dire, Oui. nos sociétés sont très bonnes pour identifier les dérapages du conservatisme. Ah oui. On a un détecteur très, très fin en ce sens. Mm-hmm. Par contre, lorsqu'il est les moments de détecter les dérapages du progressisme, je pense qu'on est un petit peu moins, à l'affût peut-être parfois. Oui, un peu beaucoup moins d'ailleurs. Alors justement, parlant identité, donc quand on dit identité, on pense tout de suite conservatisme, nationalisme, repli, mais évidemment, la bête noire des conservateurs ou des identitaires d'aujourd'hui, c'est le multiculturalisme folklorisant qui fait fondre toutes les identités, mais le multiculturalisme n'est pas non plus dénué d'une pensée identitaire, mais au lieu de l'appliquer à un groupe, à une collectivité, il l'applique à l'individu ou à des micro-groupes. Oui, je pense que vous avez entièrement raison. C'est l'étiquette identitaire vraiment colle sur les nationalistes, mais sur le multiculturalisme, sauce Justin Trudeau, pas du tout. Alors que, prenons un exemple, il y a quelques mois, Justin Trudeau a annoncé qu'il allait donner de l'argent aux entrepreneurs noirs parce qu'ils subissaient le racisme systémique. Ben, je veux dire, donner de l'argent en fonction de la couleur de peau de quelqu'un, on est véritablement dans une politique identitaire, on est dans la fragmentation de l'identité nationale. Donc, qui est discutable. On peut être en accord, on peut être en désaccord, mais j'ai de la difficulté à voir en quoi il n'y aurait pas quelque chose d'identitaire dans une telle mesure et dans une telle philosophie politique. C'est intéressant, David Santarossa. Je réfléchis à haute voix parce que je dois vous dire, je n'ai pas vu ce documentaire. C'est vous qui l'avez vu, vous m'en parlez, et j'essaie de vous poser des questions. J'ai l'impression qu'au Québec, nos débats identitaires sont comme le symptôme de questions non réglées et jamais abordées du Canada anglais ou du Canada hors Québec. Les arguments dont vous me parlez de ce documentaire, La bataille pour l'âme du Québec, on dirait, sont un copier-coller des arguments multiculturalistes. Vous me direz si, là, encore une fois, je dérape ou pas. J'ai l'impression qu'on est un peu pas la chambre d'écho au Québec, mais on est vraiment l'abcès de fixation de questions non abordées et non réglées au Canada hors Québec. Je pense que vous avez entièrement raison. C'est des débats, c'est des discussions qui datent depuis très, très longtemps. Hein. Et qu'on met tout le temps sous le tapis au Canada. Oui, exactement. Donc, il va falloir se dire un jour comment on peut régler tout ça. Hein, et là, je ne veux pas ouvrir les boîtes de Pandore, mais est-ce que finalement... Oui, c'est ça, mais est-ce que le Québec doit finalement signer la Constitution canadienne? Ben, personnellement, je ne le souhaite pas, mais est-ce que ça serait une manière de clore le dossier en quelque sorte, où finalement, il y a quelque chose comme une souveraineté association, comme on réclame davantage de pouvoir. Donc oui, il y a des questions qui ne sont pas réglées au Québec et on se pose la question, mais quand est-ce qu'elles vont se régler? Vous avez le temps de faire beaucoup de chroniques entre-temps. Oui. Est-ce que ce documentaire aborde... Il y a aussi... on trempe beaucoup avec la loi 21 sur la question de la laïcité. Est-ce que la bataille pour l'âme du Québec de Francine Pelletier, ce documentaire, aborde cette question aussi ou pas? Oui, elle aborde assez en long et en large. Et d'ailleurs, il y a plusieurs éléments qui m'apparaissent assez faux. Dans un premier temps, on dit que la question de la laïcité arrive en 2006-2007 avec la fameuse crise des accommodements raisonnables. Oui. Ben, à mon sens, c'est totalement faux. Évidemment, la laïcité s'est posée d'une nouvelle manière à partir de 2006-2007. Ça, je ne remets pas ça en question. Mais cette question-là, des relations entre l'Église et l'État, ben, pensons à la déconfessionnalisation du Québec à partir des années 60. Pensons aux patriotes qui parlaient déjà de séparation de l'Église et de l'État. Je veux dire, c'est des sujets qui datent quand même. Ben, les patriotes, ça va faire grosso modo, 180 ans. Je veux dire, ça commence quand même à faire un certain temps, là. Donc, c'est pas des nouveaux sujet. Donc, le nationalisme, à nouveau, n'est pas tant en rupture avec son passé, mais vraiment en continuité, beaucoup plus que ce qu'on peut le penser en regardant le documentaire. Donc, loi 21, tout ça... écoutez, il y a aussi une autre chose. La CAQ a retiré le crucifix du salon bleu, donc à l'Assemblée nationale. Je veux dire, c'est un signe de laïcité évident. Je veux dire, c'est pas évident dans le documentaire?
Non, ça, on le mentionne jamais d'ailleurs. Tout ce qu'on fait, c'est de dire, parce que quand on a annoncé la Charte des valeurs du Parti québécois en 2013, donc je vous ramène un peu dans le passé, on avait annoncé que le crucifix allait rester là en guise de symbole patrimonial. Mm-hmm. Il y avait eu certaines critiques qui sont tout à fait légitimes. Et là, la CAQ vient un peu faire la synthèse de tout ça. Hein. Vient dire, OK, selon les Québécois, la Charte des valeurs du PQ allait peut-être un peu trop loin. Le rapport Bouchard-Taylor allait peut-être pas assez loin. Nous, on va aller chercher une espèce de juste milieu entre les deux. Oui. Donc, il y a vraiment quelque chose comme une loi qui est modérée, avec laquelle, certes, on peut être en accord et en désaccord, mais on est loin d'une espèce de conservatisme tyrannique qui viendrait cristalliser le Québec dans un Québec des années 50 ou que sais-je. On n'est vraiment pas là-dedans. Oui. Et c'est vraiment ça que le documentaire tente de montrer. Là. Et c'est encore une fois comme une chambre d'écho de la propagande fédérale, je veux dire de multiculturalisme, et qui va, dès qu'il y a un nationaliste qui se pointe à Ottawa, il va diviser, il va exclure. Il nous reste à peu près 3 minutes pour terminer votre propos, David Santa Rosa. Je trouve que dès que ceux qui essayent de définir quelque chose au Québec, ce sont forcément les nationalistes. Hein, parce qu'ils ont un objet défini, la nation. Et forcément, ça contredit frontalement le projet fédéralisateur du Canada. Alors forcément, dès qu'il y a un nationaliste qui soit de droite, de gauche, n'importe comment, il va être un agent de division. Oui, d'ailleurs, ça, c'est un autre mot, hein, celui de la division qui peut... Affreux, oui. Oui, dans un certain sens, c'est une espèce de mot vedette. Hein? Et d'ailleurs, la politique, c'est aussi le lieu de la division. Je pense que c'est ce qu'on a tendance à oublier. Ben oui. Après ça, c'est le lieu de la division, mais qui se fait sans la violence, à l'aide d'arguments, à l'aide du vote. Donc, il ne faut pas avoir peur de la division, je pense. Et aussi, et ça, je pense que c'est vraiment important de le mentionner, c'est qu'à force d'accuser le nationalisme de diviser. Oui. À force de dire que le nationalisme exclut les minorités, j'ai l'impression qu'il y a une forme de prophétie autoréalisatrice. Comment ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a véritablement des minorités qui vont être tentées d'aller vers l'option nationale, d'aller vers le mouvement souverainiste, alors qu'ils entendent constamment que c'est un mouvement qui exclut, alors qu'au final, on vient de le montrer, là, les lois sont, somme toute, relativement modérées. Comme je vous dis, on a le droit d'être en désaccord, on a le droit d'être en accord, mais force est de reconnaître qu'il y a une espèce de juste milieu, une forme de consensus qui a été créé avec ces lois-là. Pardonnez-moi, David Santa Rosa, mais j'entends souvent dire, et je l'ai remarqué à quelques reprises, que les milieux nationalistes ne sont pas des chefs-d'œuvre d'ouverture non plus. Je veux dire, je ne suis pas pour les multiculturalistes qui parlent d'ouverture comme on crie des slogans comme ça. Je veux dire, être ouvert, on est ouvert, mais dans un cadre, dans une structure, dans une histoire. Mais je vois très peu de personnes de minorités culturelles ou d'anglophones chez les nationalistes. Et c'est pas que la faute de ces minorités. Je veux dire, beaucoup de nationalistes sont entre eux autres. Je veux dire, ça, il faut aussi le dire. Est-ce que Francine Pelletier le dit clairement aussi ou pas? Elle l'aborde plus ou moins. Je pense que vous n'avez pas entièrement tort et on pourrait assurément dire on pourrait dire qu'il y a une responsabilité partagée de ce point de vue-là. Oui, exact. Je pense que ce que les nationalistes pourraient répondre, c'est que dans l'état d'une culture fragile en Amérique, on peut s'attendre, sans nécessairement l'excuser, mais on peut s'attendre à ce qu'une culture soit suspicieuse peut-être à l'égard de l'autre. Comme je vous dis, ce que je suis en train de vous dire que c'est une bonne manière de faire, pas nécessairement, mais je peux comprendre cette attitude-là chez beaucoup de Québécois. David Santa Rosa, ce n'est pas un dossier clos, évidemment. Vos propos ont souvent la même teneur, et ce qui est très bien, d'ailleurs, il faut une voix comme ça ici à cette émission. Je rappelle que vous êtes philosophe, enseignant et chroniqueur. Tous les deux jeudis, vous nous parliez de La bataille pour l'âme du Québec, documentaire de Francine Pelletier. Vous avez combattu ces thèses. Je vous remercie infiniment pour ces propos et je vous retrouve dans 2 semaines. Assurément, merci beaucoup Jean-Philippe Trottier. Allez, au revoir David. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Saint Norbert de Xanten. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.